Voilà, donc bienvenue à ce premier webinaire, on va dire, de la future rentrée du mois de septembre. On est encore un petit peu au mois d'août. Donc aujourd'hui, le webinaire porte donc sur le backup as a service, donc les avantages et les points de vigilance pour les prestataires informatiques, éditeurs, ainsi que toute société qui souhaite commercialiser la solution auprès de clients finaux. Voilà, donc c'est également votre cas et notamment pour la partie santé. Moi, je vais prendre une première partie du webinaire. Ensuite, donc pour l'introduction, expliquer un peu le sommaire. Ensuite, mon collègue Loïc Leitz fera donc on va dire la partie généralité. Et je reprendrai la main dans un second temps pour voir davantage les éléments par rapport à Kiwi Backup. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser donc, le formulaire pour pouvoir tout simplement qu'on puisse intervenir et qu'on puisse y répondre tout de suite. Donc, voilà, je vais laisser la main à Marc. Donc bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour, comme l'a dit ma collègue, le premier webinaire du coup de rentrée, même si on est un peu une semaine avant. Au niveau de ce webinaire, on a voulu le réaliser. Pourquoi? Parce que souvent c'est un sujet assez complexe où les personnes n'ont pas forcément les bases de savoir quelle est la différence entre différents termes, que ce soit le cloud computing, le SaaS, le IaaS, le PaaS, le BaaS. Sachant également que des fois ces abréviations-là veulent dire plusieurs choses à la fois. Le BaaS, nous, ici on le traduit par Backup as a Service, mais on peut aussi le traduire par Blockchain as a Service, pas du tout le sujet aujourd'hui. Donc au niveau du sommaire, on va d'abord présenter les différents modes du cloud, puis on va se pencher sur les avantages du Backup as a Service pour votre activité en tant que prestataire informatique, que ce soit au niveau technique et au niveau donc, des avantages commerciaux. Puis après, on va regarder quelques points au niveau de la vigilance avant d'adopter une solution. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des points de méfiance, notamment au niveau des règles à respecter ou du Cloud Act, par exemple, qu'on verra en troisième partie. Et pour finir, ma collègue reprendra la main pour parler plus en détail de Kiwi et comment nous on répond justement à une solution basse. La première partie, donc justement, qu'est-ce que le BaaS et les autres modes du cloud? Cette première slide, c'est un résumé de qu'est-ce que le cloud computing. Souvent, on confond le cloud computing pour dire que le cloud computing regroupe l'ensemble des diverses solutions cloud. Faut pas faire l'amalgame. Le cloud computing, on va plutôt parler donc de IaaS, on le verra après. Et le cloud computing, ça consiste vraiment juste à utiliser des ressources informatiques qui ne sont pas physiquement dans vos locaux, que ça soit tout ce qui est serveur, les machines virtuelles grâce à ça, du netlinking également et networking. Et ce cloud, il doit répondre à plusieurs critères. Ça doit être un service à la demande avec une réponse immédiate. C'est pas comme si maintenant vous allez acheter une machine, vous devez l'acheter, attendre que ça soit livré, attendre le colis, l'installer, etc. Là, c'est vraiment une réponse qui est immédiate dans les heures directement. Un service mesurable, donc vous pouvez mesurer en temps réel, souvent grâce à un tableau de bord, les ressources que vous utilisez et donc également combien vous payez. Une mutualisation des ressources. Mutualisation des ressources, on entend ça notamment dans le cloud public, c'est-à-dire que le prestataire cloud a un grand serveur, donc une grande baie de stockage, et dedans, donc, ça va être la même baie de stockage où elle est répartie avec plusieurs personnes. Bien sûr, votre espace reste le vôtre. C'est ce qu'on appelle un cloud public. Il y a aussi le cloud privé, où cette fois-ci, vous avez un serveur chez le prestataire cloud, mais vraiment le serveur, il est que à vous. En l'occurrence, on parle très souvent de cloud public parce que c'est ce qui se fait de plus. Et après, vous avez aussi une élasticité des ressources. Élasticité des ressources, pourquoi? Parce que vous pouvez facilement augmenter, baisser ou autre les ressources que vous utilisez avec le cloud computing.
On va passer maintenant notre plus grosse partie par rapport aux différents types de cloud. Donc, le plus simple, dans vos locaux. Ce qui fait dans vos locaux, on appelle ça en anglais le on-premise. Et le on-premise, c'est-à-dire que le prestataire informatique ou le client, il va vraiment tout avoir dans ses locaux. Que ça soit le serveur, il va gérer l'application, le système d'exploitation, le serveur, les espaces de stockage, il va vraiment tout gérer. Après, on a donc le IaaS, l'infrastructure as a service. L'infrastructure as a service, c'est... Alors, désolé, j'ai un petit souci de... Alors, donc, l'infrastructure as a service, c'est, si vous voulez, un peu ce que nous, Kiwi Backup, on utilise pour gérer notre structure à nous. Dans le sens où l'infrastructure as a service, vous allez donc avec ce qui est en bas, virtualisation, serveur, espace de stockage, networking, juste prendre, par exemple, une machine virtuelle dans... Alors, je suis désolé, on a un petit souci. Oui, il saute toujours. Où ça saute toujours sur l'autre page. Voilà, je vais essayer de la toucher pour que ça marche mieux. Donc, je disais, donc, vous prenez vraiment juste la machine virtuelle et derrière, c'est vous qui devez mettre donc, votre système d'exploitation sur la machine, qui devez gérer l'application, gérer les données, etc. et également faire le pont entre les deux. Après, vous avez tout ce qui est plateforme as a service. Plateforme as a service, c'est notamment ce que utilise Microsoft Azure, aussi Salesforce qu'ils font, ou par exemple Sensualab. Sensualab, c'est les créateurs donc, du framework Symfony, une technologie. Et pour que ça soit plus visuel, avec Sensualab dans leur plateforme, vous allez juste mettre donc, votre code, la partie vraiment donc technique, et eux vont s'occuper derrière de gérer tout ça pour que ça soit utilisable sur les différents systèmes d'exploitation. On passe après au software as a service. Donc le software as a service, c'est-à-dire que le prestataire cloud, il gère la partie application et la partie également machine physique. Un exemple, on peut donner HubSpot, qui permet donc de gérer les différents réseaux sociaux. Canva, Microsoft 365 également. Si on veut un exemple un peu plus B2C, on a Netflix. Et ce qu'il faut bien comprendre avec le software as a service, c'est que vous n'avez pas d'application à installer sur le poste du client. Par exemple, je reprends l'exemple de Netflix, on y va grâce à une interface web, une page web. Et après, on a donc le backup as a service, où là, on va plus un peu rentrer dans le détail après, c'est ce que Kiwi réalise, où là, derrière, il y a juste un petit changement entre ce qui est géré donc, par vous et par le prestataire cloud au niveau de l'application de sauvegarde et des données. Donc, soit c'est directement par un agent via donc, Internet, soit directement à télécharger sur l'ordinateur. Clairement, la majorité des prestataires de sauvegarde demandent justement d'installer un agent sur le poste du client. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat si tout est clair et si tout est toujours audible, etc. Au niveau donc, du backup as a service, la définition, je vais faire simple, c'est une solution donc SaaS qui est destinée spécifiquement à la sauvegarde. Ça veut dire que les données sont plus sauvegardées dans l'entreprise, mais chez un hébergeur cloud. Et on va voir que le fait que ça soit géré et sauvegardé à l'extérieur, ça amène également beaucoup d'avantages, notamment sur les données de santé. Pourquoi le BAS il est en croissance justement et pourquoi on parle de ça depuis maintenant pas mal de temps? Faut savoir que depuis 2013, quand on regarde la courbe des... Quand on regarde la courbe des recherches sur le moteur de recherche Google, on voit que depuis 2013, la courbe, elle monte et elle n'arrête pas de croître. Pourquoi on peut expliquer ça? C'est notamment par l'augmentation des données. On double à peu près les données informatiques chaque année dans le monde, ce qui est quand même assez énorme, hein, vu qu'on parle de données avec des milliers de zéros derrière. Au niveau de la mobilité également, avec d'une part la flexibilité que les entreprises donnent de plus en plus
à leurs collaborateurs pour pouvoir travailler chez eux ou dans des cybercafés, etc. Mais aussi avec le télétravail qu'on a quasiment tous vécu lors du confinement, donc en mars, avril et mai, et que beaucoup continuent même maintenant. Après, il y a les cyberattaques, où il y a aussi une augmentation énorme des cyberattaques. On voit rien que là, dans le cas de ransomware, avec MMA qui a été piraté, il y avait Optical Center également ces derniers temps, EasyJet, me Et semble. même ces derniers, aujourd'hui, Volkswagen, il y a eu Voilà. l'information. Donc aujourd'hui, justement, Volkswagen, je n'ai pas encore l'info, mais merci de me le préciser. Donc ça fait quand même beaucoup de grandes entreprises qui sont attaquées. Les petites entreprises, bien sûr, ils vont pas être sur Internet et être relayés dans les médias, mais justement, eux aussi se font attaquer. Et pour une petite information, pendant justement le confinement, en plus des soucis liés à la baisse d'activité, liés voilà, à la baisse de revenus et de trésorerie, il y a 24% des entreprises qui ont dû payer et mettre de l'argent lié à des problèmes de cybersécurité. Donc 24% quand déjà ils sont en difficulté, c'est assez compliqué. Après, on a également des risques humains. Risques humains, il faut savoir que 63% des incidents, ça provient d'un collaborateur de l'entreprise. Alors, ce n'est pas forcément voulu du collaborateur, mais voilà, ça peut être des erreurs de manipulation, etc. Et il y a 82% des responsables d'entreprise qui ont peur justement qu'un employé fasse une erreur ou vole des données volontairement. Après, pourquoi le BAS il est en croissance? Parce qu'on a aussi de plus en plus de puissance du cloud avec des serveurs qui permettent d'engendrer beaucoup plus de capacité de stockage par rapport à certaines années et également l'augmentation des débits où maintenant voilà, il y a la fibre qui commence à être un peu partout, le VDSL, bientôt la 5G et ça permet également d'augmenter cette chose-là. Maintenant, on va parler un peu des avantages du backup as a service pour votre activité en tant que prestataire informatique. Au niveau de cette partie-là, elle va se dispatcher en deux parties. La première partie, c'est vraiment un exemple schématique entre une installation d'un backup chez un client mais avec une solution fait maison, je vais m'expliquer après, et avec une solution basse. Et en deuxième partie, on parlera vraiment des avantages techniques et des avantages commerciaux. Voilà. Donc, première partie, votre client, il a besoin de sauvegarder ses données. Soit c'est lui qui vous appelle, soit c'est vous via de la prospection. Et là, je vais faire la différence entre une solution basse et une solution que j'appelle fait maison. Dans la solution fait maison, la plupart du temps, donc les prestataires informatiques, ils vont acheter un NAS. Si ils n'ont pas des NAS en stock, ce qui est assez rare, voilà. Il faudra donc attendre la livraison justement du serveur NAS. Après, il faudra appeler le client, donner un rendez-vous pour pouvoir installer le NAS chez le client. Avec en plus ce que j'ai mis derrière, c'est-à-dire les soucis de télétravail, de flexibilité, également avec le Covid. Aller chez le client, c'est pas forcément ce qui est le plus optimal, rien que pour les risques au niveau de la santé et aussi au niveau du confort, porter le masque, etc. Et après, souvent avec une NAS, de mettre une réplication automatique des données. Et ça prend aussi. Ah, désolé, du coup, j'ai un petit souci toujours sur le slide. Donc, souvent, voilà, vous devez mettre en place une copie automatique des données. Et ça doit se faire par vous, ça ne peut pas être automatisé. Donc, c'est une installation longue qui nécessite la présence du client et qui se fait sur une semaine, 2 semaines, voire plus selon les cas. Après, si vous utilisez une solution de backup as a service, alors là, le client vous appelle, il souhaite donc avoir une solution de backup. Vous gérez avec lui un contrat que vous voulez gérer
avec votre client. Vous prenez en direct donc, le poste à distance, la main, avec des logiciels comme TeamViewer ou autres. Vous installez le logiciel de sauvegarde, vous paramétrez la sauvegarde avec les fichiers qu'il souhaite sauvegarder et l'installation est finie. Donc c'est une installation qui est très rapide où vous n'avez pas besoin de vous déplacer, pas besoin de commander le NAS chez d'autres prestataires, etc. et donc passer par plusieurs interlocuteurs. Et c'est quelque chose qui se peut faire si le client est disponible, qui peut se réaliser en 10-15 minutes maximum. Donc assez rapide. Maintenant, imaginons que votre client il rencontre un problème sur la sauvegarde. Avec une solution maison, il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas forcément mis de système d'alerte et de monitoring, ben, selon le problème, le client il va s'en rendre compte quand il voudra restaurer ses données. Et ben, souvent, quand il veut restaurer ses données, c'est qu'il en a perdu. Et donc, selon le problème, il y a certains data qui peuvent être totalement erronés. Et donc, il va perdre une partie justement de ces données. Et ça le fait pas trop quand on met en place une solution de sauvegarde. La deuxième solution que vous pouvez faire, Je sais pas. je comprends pas trop. Je sais pas. La deuxième solution que vous pouvez faire, c'est de mettre en place un système d'alerte et de monitoring. Donc là, c'est vous qui devez le mettre en place, soit avec une solution que vous avez directement vous-même développée, soit avec des fois des systèmes d'alerte et de monitoring tierces. Donc ça fait, voilà, ça ajouter à chaque fois des extensions, des autres logiciels, ce qui est assez compliqué. Autre solution, quand vous utilisez une solution donc, de base, soit vous recevez une alerte d'erreur par mail, c'est notamment ce qu'on fait chez QI Backup, mais ça, Stéphanie vous en parlera plus après. Je vais permettre. Vous recevez une alerte d'erreur par mail. Là-dessus, souvent, vous pouvez vérifier l'alerte avec des logs ou des erreurs. Derrière, appeler directement le client pour régler directement son souci. Ou derrière, appeler le prestataire donc, directement qui s'occupe de la solution donc, de base, qui fera un support de plus haut niveau pour vous. Donc l'erreur, elle est détectée, elle est corrigée rapidement. Ça permet également derrière d'être proactif avec le client, ce qui est aussi un engagement au niveau de sa fidélisation et de votre engagement. Maintenant, au niveau des avantages techniques. Premier avantage, c'est la mise en place de la sauvegarde qui est facilitée. Ça permet un gain de temps qui est considérable et qui est à prendre en compte. Justement, donc pas besoin d'appeler pour être livré d'une autre souci ou autre, plus de réactivité. De deux, l'application, elle peut être utilisée en mobilité. C'est ce que je disais avant avec le télétravail, avec la flexibilité où les personnes ne travaillent plus forcément toujours dans leur bureau, souvent en déplacement, etc. Ça peut être très important. Et en troisième avantage technique sur cette partie-là, c'est que vous n'avez aucune infogérance des serveurs qui est requise parce que l'infogérance est gérée par le prestataire donc d'un backup as a service. Ça permet pour vous également un gain de temps et un gain de temps qui peut être mis à profit pour, par exemple, réaliser de la prospection sur des clients qui souhaitent de la sauvegarde ou voilà, travailler sur des activités à plus forte valeur ajoutée que s'occuper d'une infogérance. Les avantages techniques, la deuxième partie, d'une part, c'est l'évolution de la solution. C'est un avantage, pourquoi? Parce que c'est pas à vous de la mettre à jour, c'est directement le prestataire qui la réalise. La plupart du temps, ces évolutions-là sont gratuites et sont fournies dans le logiciel, qui permet d'avoir toujours quelque chose à jour avec les dernières nouveautés, les dernières technologies. Par rapport à ça, les mises à jour, elles sont automatiques, donc il n'y a pas besoin de faire la mise à jour à la main.
Après, on a la résilience des données. La résilience des données, ça permet d'avoir vos données qui sont donc hébergées à l'extérieur de l'entreprise. Et là-dessus, ça va permettre de passer outre le vol, les inondations, les incendies et toutes ces choses-là, ou également la crash du NAS par un souci, je sais pas moi, d'électricité, ça peut être plein de choses à la fois. Et donc, ça permet aussi d'assurer plus longtemps la pérennité de vos données. Et en dernier point sur les avantages techniques, c'est que la solution, elle est maîtrisée du début à la fin. C'est-à-dire que c'est le prestataire cloud qui va nous gérer la solution et derrière vous, vous allez également pouvoir la gérer de A à Z au niveau de votre client. Vous n'allez pas passer par un prestataire qui vous fournit le NAS, un autre qui vous fournit le système de monitoring, etc. Et donc, il y a plusieurs interlocuteurs. Et s'il y en a un ou l'autre qui a un souci ou une défaillance, là, c'est toute la chaîne qui derrière ne va pas, ne pas se laver. On passe maintenant sur les avantages commerciaux. Je demande en parallèle si vous avez des questions. Bon, n'hésitez pas à les poser sur sur le chat. Avantages commerciaux, donc le premier, c'est la maîtrise des coûts. Maîtrise des coûts, pourquoi? Parce qu'on sait exactement ce qu'on dépense à tel et tel mois et ce qu'on peut facturer à tel et tel mois. Là-dessus, et ça vient aussi avec l'échelonnement des dépenses, vous n'allez pas acheter un as, le vendre à votre client et faire du one-shot. Là, c'est vraiment une source de revenus qui est récurrente où tous les mois, vous savez que le client X va vous donner, je ne sais pas, moi je dis dans le désordre, mais 30 euros pour sa sauvegarde. Et donc, vous savez que tous les mois, il y a 30 euros qui rentrent au lieu d'avoir directement 400 euros qui rentrent le premier mois et puis après, plus rien. Donc, ça permet là-dessus également d'être assez régulier au niveau de la trésorerie. Ça permet aussi de savoir exactement qu'est-ce que vous payez avec le prestataire de backup et quand justement vous faire des ajustements au niveau du palier, augmenter ou baisser, etc. Il y a souvent une revente qui est possible en marque blanche, donc qui permet de mettre la solution de backup as a service à vos couleurs avec votre logo, permet de faire jouer directement votre notoriété, vu que vos clients ils ont déjà confiance en votre entreprise informatique. Ça permet de rajouter ce que j'ai dit en dessous, un service complémentaire à votre catalogue. Autre avantage commerciaux, c'est premièrement, c'est l'accompagnement que le prestataire de backup met en place. Souvent, justement, ils mettent en place un accompagnement d'une part pour former les prestataires informatiques à l'utilisation de la solution, mais aussi au niveau commercial avec de la documentation et pas mal d'outils de ce type-là, également du marketing avec, je pense notamment des emailing ou encore là aussi des brochures qui font également partie du marketing, alors qu'avec une solution faite maison, là techniquement c'est vous qui créez toutes les brochures et vraiment toute la communication derrière. Il y a aussi un aspect de fidélisation de vos clients parce que vous leur ajoutez un service en plus avec en plus leurs données. Les données, c'est quand même le bien le plus précieux d'une entreprise parce que sans données, il n'y a pas d'entreprise. Donc, ça permet justement là-dessus de les fidéliser. Et après, ce que j'ai dit plus haut, la source de revenus qui est récurrente et vous savez tous les mois combien pouvez avoir tous les trimestres selon la facturation que vous réalisez. Maintenant, il y a des points de vigilance, ce que j'ai précisé avant d'adopter une solution de backup. Les points de vigilance, c'est dans un premier temps la sécurité et la confidentialité des données. Des données, c'est quand même sensible, ils sont stockés chez un hébergeur ou directement chez l'éditeur, selon, et ça engendre pas mal de questions. Est-ce qu'ils peuvent voir mes données? Est-ce qu'ils peuvent être volés ou autres? Il y a notamment deux points qui sont à prendre en compte. Est-ce que les données sont-elles chiffrées pendant le transfert et ou pendant le stockage? Et également, est-ce que les données sont répliquées sur plusieurs serveurs?
Pourquoi je parle de réplication? Imaginons, votre client perd ses données, a besoin de réaliser une restauration, sauf que le serveur cloud où sont stockées ces données, ben, il arrive au même moment que ce serveur-là crash. Au final, les données sont totalement perdues. C'est pour ça qu'avec la réplication, si c'est répliqué sur plusieurs serveurs au niveau du prestataire cloud, ça permet après derrière d'avoir encore un backup en plus. Et si derrière voilà, il y a les trois qui tombent en panne, c'est vraiment une chance très, très infime. C'est jamais d'exemple du coup en tête que ça s'est déjà arrivé. L'autre partie et le point important, c'est le RGPD. Il y a pas mal maintenant ça revient un peu sur le devant de la scène, notamment avec le Cloud Act qu'on va parler après ou le Privacy Shield, où il y a même plus le droit maintenant d'envoyer des données aux États-Unis. Et ce que je veux bien mettre le point là-dessus, c'est que le RGPD, il impose la transparence de la sous-traitance. C'est-à-dire que votre client doit savoir que derrière, la solution, elle est gérée par un prestataire cloud et que ce n'est pas votre solution que vous gérez de A à Z. Donc, ça veut dire que dans les contrats, vous devez mentionner l'hébergeur des données, mais également l'éditeur du logiciel de backup. Ça permet vraiment derrière de respecter toute la chaîne de sous-traitance et en cas de problème, de pouvoir remonter l'ensemble. L'avant-dernier point de vigilance, c'est le Cloud Act. Donc le Cloud Act, pour un rapide résumé, ça vise à faciliter l'accès par les autorités américaines sur les données qui sont stockées soit aux États-Unis ou soit à l'étranger, tant que c'est des entreprises américaines. Par exemple, Microsoft, qui est une entreprise américaine mais qui stocke des données en Irlande, par exemple, ils sont soumis au Cloud Act. C'est pour ça que pour se protéger, on vous conseille de choisir une solution de cloud européenne avec des data centers qui sont présents en Europe et de préférence de choisir un fournisseur cloud français avec un hébergement français. Permet donc au niveau de la législation vraiment de se protéger, d'être sûr, et également de faire vivre l'économie française, qui est toujours important, surtout en cette période-là. Au niveau du Cloud Act, je mettrai à disposition le support ainsi que le replay en vidéo. Et vous avez derrière un lien avec notre ancien webinaire qu'on a réalisé sur le Cloud Act qui explique un peu toute la transition, d'où est venu le Cloud Act et pourquoi il fait tellement parler de lui et qu'il impose pas mal de doutes et de frayeurs par rapport aux données. On arrive maintenant sur la sauvegarde de données de santé. Sur les données de santé, c'est des données donc sensibles, voire très sensibles. C'est pour ça qu'au niveau donc des autorités, il y a des lois qui sont bien spécifiques. Pour pouvoir sauvegarder des données de santé, il y a deux choses à savoir. Soit vous les hébergez strictement dans, par exemple, le cabinet du praticien, mais là, il y a pas mal donc de soucis qui vont se poser, que j'ai évoqué plus tôt. Soit vous externalisez les données, donc les sauvegarder chez un serveur tiers d'un fournisseur cloud. Dans ces cas-là, il faut bien faire attention que donc l'hébergeur soit certifié au niveau donc pour héberger les données de santé et que l'éditeur soit également hébergé. Au niveau de cette certification-là, ça comprend donc l'ISO 27001 et également pas mal de bouts d'autres ISO qui permet derrière d'avoir la certification HDS et qui vraiment là-dessus permet d'avoir une sécurité, d'être garantie au niveau de cette sécurité-là. Et pour finir, avant de laisser la main à ma collègue, c'est les interruptions de service, où c'est toujours un point donc, qui revient assez régulièrement au niveau de la vigilance, où si maintenant il y a l'ensemble du prestataire qui coupe ses services par je ne sais quelle raison, ça pourrait remettre en cause la résilience de l'application. Et c'est également pour ça qu'il faut bien faire attention avant de choisir si justement le prestataire il est fiable, s'il a de la notoriété, s'il est reconnu, voir ses références, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais voilà, je reste à côté dans la pièce, on pourra toujours répondre sur
sur le chat et que je vais laisser la main à ma collègue Stéphanie. Merci Loïc pour cette première partie. Voilà, donc je vous propose de poursuivre à présent en regardant un petit peu de manière un petit peu plus détaillée Kiwi Backup, qui est donc une solution Backup as a Service, qui est proposée notamment en marque blanche. Alors, comment est-ce que la solution de Kiwi répond justement à la solution cloud Backup as a Service? Donc, j'ai repris tout simplement le tableau comparatif qu'avait réalisé Loïc pour expliquer de manière très succincte la solution de Kiwi Backup. Donc, aujourd'hui, on voit donc, ce qui est géré par, on va dire, le client final et également par le prestataire informatique ou l'éditeur de logiciel. C'est l'application de sauvegarde et les données. Donc ça, c'est, on va dire, sur la partie mixte. Pourquoi? Tout simplement parce que l'application de sauvegarde est effectivement éditée par Kiwi Backup. C'est mise à disposition par Kiwi Backup, mais elle est installée sur les postes ou serveurs du client. Voilà. C'est pour ça que c'est sur la partie mixte. Les données, bien sûr, partent du poste du client et sont ensuite sauvegardées sur les serveurs qui sont hébergés chez OVH, notamment. Ensuite, on a toute la partie, donc tout ce qui est middleware, système d'exploitation, la partie serveur, espace de stockage, networking. Donc là, ce sont tous les éléments qui sont générés par nos soins, dans la mesure où c'est nous qui nous occupons de l'infogérance de la plateforme. Donc nous, pour rappel, nous, en Kiwi Backup, on loue des serveurs dédiés chez OVH et ensuite, on gère nous-mêmes via des microservices, via nos outils de monitoring, on gère nous-mêmes la plateforme de sauvegarde. À présent, donc, vous vous rappelez quelques éléments de réponse sur lesquels Kiwi Backup est en mesure de répondre, tout simplement. Sur différents points, la sécurité, dans un premier temps, c'est une sauvegarde qui est hébergée en France, donc chez OVH, sur les sites d'OVH, tout aussi bien pour les données qui sont données de santé que données classiques, pour la solution Kiwi Santé et solution Kiwi Cloud. Les données, bien sûr, sont chiffrées pendant le transfert et au niveau du stockage. On propose un historique de 90 jours et bien sûr, on est conforme au RGPD dont Loïc a parlé précédemment. Aujourd'hui, donc, et puis c'est notre fer de lance, aujourd'hui la solution de sauvegarde est simple à expliquer. C'est une solution qui est automatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la solution est installée sur des postes et serveurs, la tâche planifiée va se lancer à l'heure qui est prévue. Et donc la sauvegarde va se réaliser. Pour rappel, donc la première fois, c'est une sauvegarde qui est complète. Et ensuite, aux sauvegardes suivantes, on va transférer que les blocs qui ont été modifiés. Bien sûr, donc on met tout en place, et sur la V4 encore plus, pour optimiser les sauvegardes, avec des splits intelligents, donc le découpage des fichiers, une optimisation également, nous, au niveau du traitement des données. On a également la déduplication à la source. D'un point de vue global, le prestataire ou bien le client final a la possibilité de restaurer les données au moment où il en a besoin, c'est-à-dire que l'interface utilisateur est accessible à tout moment, dans la mesure où elle est sur le poste, sur le serveur du client. Et pour l'éditeur ou le prestataire informatique qui propose la sauvegarde donc à ses clients finaux, il dispose d'un espace de sauvegarde qui est partageable. Donc, sur un espace de sauvegarde, on peut avoir plusieurs clients qui sont enregistrés. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je vois que les personnes qui sont aujourd'hui en ligne avec nous connaissent déjà bien la solution. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Et à ce moment-là, on y répondra au fur et à mesure. On a donc quelques questions, en effet. Alors, donc, question concernant hors sujet. D'accord. Écoutez, ce que je vous propose concernant des potentiels clients me demandaient s'il existait une solution d'adresse mail professionnelle sur serveur HDS. Donc effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Ce que je vous propose, c'est de vous rappeler dès qu'on a terminé le webinaire, et puis comme ça, je pourrais répondre à votre question. On pourra regarder ça dans un second temps. On va déjà vraiment bien se baser sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle dès qu'on a terminé tout à l'heure, si vous voulez bien. Voilà, donc je vais reprendre sur les différentes réponses qu'apporte Kiwi Backup. Donc Kiwi Backup apporte également la maîtrise du budget, donc voilà, et l'accompagnement. Ce sont deux éléments dont Loïc a parlé précédemment
et qui sont importants lorsque l'on choisit son prestataire de backup as a service. Pourquoi? Parce que la maîtrise du budget, ça permet tout aussi bien pour le prestataire, l'éditeur de logiciel, de savoir quels vont être les coûts qu'il va lui engager et quels sont les coûts, on va dire le revenu récurrent, pardon, qui va pouvoir en sortir mensuellement. Voilà. Ça permet aussi, au niveau de son plan d'activité, au niveau de tout ce qui est prévisionnel, de pouvoir partir sur des bases qui sont intéressantes. L'abonnement, après, sont des cas, chez nous, l'abonnement est mensuel. Il n'y a pas de frais d'installation ou pas de coût de licence. C'est-à-dire que ce soit sur un poste ou bien que ce soit sur 10 serveurs, il n'y a pas d'incidence. Et bien entendu, en parallèle, il y a un accompagnement, tant au niveau technique, avec le support de second niveau, qu'au niveau commercial et au niveau marketing, pour que tout ce qui est mis à disposition de documents, d'aide à la commercialisation que l'on peut vous fournir. Ensuite, autre élément qui est important et dont Loïc avait déjà parlé précédemment aussi, c'est que grâce aux notifications qui sont transmises quotidiennement, on a la possibilité de suivre, très facilement les sauvegardes qui sont à jour ou pas. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un focus sur la solution Kiwi Santé, dans la mesure où c'est quand même très important de mettre en avant d'un point de vue réglementation. Donc la solution Kiwi Santé, bien sûr, répond aux exigences de la CNIL sur la réglementation des données de santé. Et dans la mesure où on est certifié sur les activités 3, 4, 5, 6, ça met en avant le fait que nous, on s'occupe de l'infogérance de notre plateforme. C'est-à-dire qu'on est parfaitement autonome dans la gestion de la plateforme Kiwi Santé. Et donc, bien sûr, l'hébergeur, qui est notamment OVH, et lui, pour nous, c'est important qu'il soit certifié au point 1 et au point 2. Voilà. Ensuite, on vous a mis quelques copies d'écran, donc des interfaces qui sont mises à votre disposition. Notamment là, vous voyez l'interface utilisateur, qui est donc ici estampillée Kiwi, mais que vous pouvez tout à fait personnaliser donc, dans le cadre de la marque blanche, et tout simplement qui permet de faire le paramétrage de la sauvegarde. Cette interface permet également de faire des restaurations en local, comme je l'ai indiqué précédemment. Ici, on a mis en place quelques notifications. Voilà. Donc visuellement, on voit très bien que le backup s'est bien passé. Hop, on reçoit une notification vert. Le backup ne s'est pas bien passé. On reçoit une notification qui est en rouge. Et bien sûr, sur l'interface d'administration, l'administrateur a toujours l'accès au tableau de bord qui lui permet en un seul coup d'œil de visualiser ici l'ensemble des machines de son parc et de se focaliser davantage vers les machines qui n'ont pas sauvegardé depuis X jours. Ils sont indiqués en rouge, orange ou vert d'une autre tonalité en fonction du jour de nos sauvegardes. Donc là, c'est pour montrer que donc, le contrat coule d'espace est un volume qui est sécable, c'est-à-dire qu'en fait, on a un volume de temps et temps de gigas, et dans cet espace de temps et temps de gigas, on va pouvoir créer un contrat, 2 contrats, et X contrats pour autant de clients que l'on administre. Voilà. Donc, ce webinaire est à présent terminé. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les indiquer via le formulaire, afin que l'on puisse y répondre. On va encore attendre. Donc, tout aussi bien sur la première partie, donc sur des informations de différentes solutions cloud, IaaS, SaaS, PaaS, BaaS, dont a parlé Loïc tout à l'heure, que sur la partie Kiwi, on va dire de manière plus précise. Et bien sûr, en parallèle, on pourra également en discuter par téléphone si vous souhaitez aborder l'un ou l'autre point. Alors, moi également, donc en parallèle, à la fin de cette présentation-là, vous aurez une enquête de satisfaction avec 4 questions qui prend une trentaine de secondes maximum, donc n'hésitez pas à y répondre afin d'améliorer également nos futurs webinaires. Et éventuellement de donner quelques idées. Bien qu'on a commencé, puis au mois de septembre, et puis d'ici la fin de l'année, d'organiser plusieurs et commencer à organiser 2021. En effet. Oui, dites-moi. Alors, donc une précision.
Qu'est-ce que je peux vous indiquer? Alors non, le support des clients n'est pas assuré par Click Backup. Aujourd'hui, on fonctionne de la façon suivante. Click Backup donc, commercialise la solution, vous commercialisez la solution, on met en place un contrat ensemble. À ce moment-là, c'est vous qui êtes le support de premier niveau auprès de vos clients. Les clients sont rattachés à votre espace et c'est vous qui êtes leur interlocuteur. Nous, on est support de second niveau, c'est-à-dire que nous, on est là pour vous guider, pour vous accompagner. Si vous êtes bloqué, par exemple, sur un log, s'il y a une installation voilà, qui ne se passe pas très bien, ou quoi que ce soit, s'il y a des paramètres un peu particuliers chez un client, nous, on peut vous guider. Mais on ne va pas être en contact direct avec votre client. C'est vous qui les gérez le client et c'est vous qui gardez la main avec lui. Je vous en prie. On n'a oui, je pense plus de questions. Je pense qu'on va mettre fin au webinaire. Oui, alors, bien évidemment, vous auriez le replay donc, qui sera disponible d'ici quelques l'après-midi, oui. Courant de l'après-midi. Donc voilà. Très bien. N'hésitez pas donc à nous faire des retours, à me contacter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt. Bonne après-midi encore et bonne fin de semaine. Merci à vous. Au revoir.